En 1992, un musicien de 26 ans marche dans son studio, préparant son prochain projet musical. Il fait cela en secret car il est un musicien sous contrat avec un label qui veut qu'il crée un projet léger et facile à consommer pour le grand public. Au lieu de cela, il fait tout le contraire, créant le son le plus sombre qu'il puisse imaginer, passant d'un studio à l'autre, travaillant sous des pseudonymes pour que le label ne découvre pas ce qu'il fait. Après avoir créé 6 morceaux sombres et intenses, il commence à travailler sur une série de clips musicaux. Il s'associe à un réalisateur pour concrétiser sa vision et, ensemble, ils créent un court-métrage musical de 20 minutes, devenu l'une des œuvres les plus troublantes de l'histoire. Il a finalement été mis de côté, jugé trop dérangeant pour être diffusé, mais il a fini par fuiter et aujourd'hui, nous avons accès à l'intégralité de l'œuvre. Et après l'avoir regardé moi-même, je peux vous dire que ce n'est pas une vidéo pour les âmes sensibles. C'est le produit de la frustration, une expression de la rage et un doigt d'honneur d'un homme qui détestait vraiment l'industrie dans laquelle il travaillait. Cet homme n'était autre que Trent Reznor. Le projet musical en question concernait son groupe Nine Inch Nails, et la vidéo dont nous allons parler aujourd'hui s'intitulait tout simplement Broken. Mais d'abord, une explication. Trent Reznor a toujours été un peu différent. Né en 1965 à Newcastle, Pennsylvanie, une ville d'environ 40 000 habitants. Élevé par ses grands-parents maternels, il était décrit comme créatif, mais introverti. Enfant, il détestait les limites d'une petite ville sans événements. Les médias étaient beaux son seul échappatoire. Mon expérience de vie venait principalement des films, de la télévision et des livres. Quant à culture vient surtout de la télévision. Chaque jour, tu reçois des images de choses attrayantes, de lieux fascinants et de personnes ayant des métiers ou opportunités. Rien de cela n'arrivait chez moi. On te fait comprendre que ce n'est pas pour toi. Composer de la musique, en revanche, c'était pour lui depuis ses 5 ans. Il jouait du piano au lycée, il a commencé le saxophone et, au début de la vingtaine, il jouait dans de nombreux groupes différents. Des groupes comme Option, The Innocent et Exotic Birds, où il jouait du clavier et chantait. On aurait dit qu'il faisait tout pour échapper à la monotonie qu'il détestait tant. Les règles qu'il ne voulait pas suivre ne pouvaient être brisées que s'il trouvait une certaine réussite dans ses efforts musicaux. En 1988, il était concierge au studio Right Track. Le propriétaire, Bart Koster, lui a offert l'enregistrement gratuit, ce qui lui a permis de vraiment trouver sa place dans la musique. Il n'a pas réussi à trouver des membres de groupe qui pouvaient l'aider à créer le son qu'il voulait, mais heureusement, il n'en avait pas besoin. Ayant appris assez d'instruments, il pouvait désormais le faire seul. Il a minutieusement élaboré chaque partie de chaque chanson. Le seul instrument qu'il ne jouait pas réellement était la batterie, qu'il programmait. Il a d'abord réalisé une démo de 30 cm qui a attiré l'attention de TVT Records. Le label a repris plusieurs chansons déjà enregistrées pour Pure As Feeling et les a retravaillées dans Pretty Hate Machine, sorti sous le nom de Nine Inch Nails. Reznor a dit qu'il n'y avait pas de raison particulière pour avoir choisi ce nom. Il trouvait simplement qu'il sonnait bien et qu'il était facile à abréger. Peut-être était-ce le nom ou la musique, mais l'album n'a eu qu'un succès modéré. Il a atteint la 75e place du Billboard Top 200 et reçu d'excellentes critiques, saluant ses éléments synth-pop, riffs accrocheurs et la production de Reznor, Flood, Keith LeBlanc, Adrian Sherwood et John Fryer. Les 10 morceaux de l'album ont été bien reçus et ont permis à Nine Inch Nails de partir en tournée. Reznor a rassemblé un groupe de musiciens et a pris la route. La tournée Pretty Hate Machine battait son plein, et je le dis dans tous les sens du terme. En 88, ils ont ouvert pour Skinny Puppy, puis en 89, ils ont fait leur propre tournée promo. En 1990, ils ont ouvert pour The Jesus and Mary Chain et Peter Murphy. Ils ont ensuite participé à la Hate Tour, la Saint Tour, Lollapalooza et une tournée européenne. Cette série de concerts a duré des années, tournée après tournée, donnant l'impression que ça ne finirait jamais. Un cycle dans lequel Trent Reznor était entré à contre-cœur. Il quittait une matrice pour en rejoindre une autre, une obligation contractuelle après l'autre. C'était sans arrêt. Je croyais qu'en atteignant ces objectifs, je trouverais la paix, mais ce ne fut pas le cas. Et il semble que je sois plus malheureux maintenant que je ne l'ai jamais été. Selon tous, sa maison de disques était satisfaite et en voulait même davantage. Début 90, TVT Records a demandé à Trent Reznor un nouvel album de Nine Inch Nails. Un album qui ressemble à Pretty Hate Machine, mais encore plus léger et plus facile à digérer. Il voulait en profiter d'un son que Trent Reznor hésitait désormais à créer.
Il venait de passer 3 ans en tournée avec cet album et voulait enregistrer un disque différent. Mais TVT voulait qu'il soit plus commercial, plus accessible, et qu'il crée un véritable album de synth-pop. C'était une guerre d'idées, et cela a poussé Reznor à vouloir créer un projet plus sombre que tout ce qu'il avait jamais fait. C'est précisément ce qu'il a fait. Trent Reznor a investi l'argent de ses tournées dans un nouveau projet inconnu de sa maison de disques. Il a secrètement changé de studio avec différents producteurs et a commencé à élaborer un tout nouveau projet. Un extended play de 6 titres intitulé Broken, qui s'est finalement retrouvé avec 8 chansons, a été terminé. Cet extended play sonnait complètement différent de tout ce qu'il avait déjà sorti. Les instrumentaux étaient la plus dure, les paroles crues et directes. Et l'ambiance générale du projet était exactement l'opposé de ce que le label voulait. Il n'y avait aucune chance qu'il l'approuve. Steve Gottlieb, propriétaire et fondateur de TVT Records, détestait presque Trent Reznor, et ce sentiment semblait réciproque. On pensait que les futurs projets de Reznor seraient abandonnés, et qu'il serait exclu de l'industrie musicale à cause de sa réputation difficile. Mais il ne savait pas qu'il y avait un homme en arrière-plan qui observait tout cela se dérouler, et qui attendait le bon moment pour intervenir. Cet homme, Jimmy Iovine, a découvert Nine Inch Nails en 1991 et souhaitait signer Trent Reznor sur son nouveau label, Interscope Records. Le problème, c'est que Nine Inch Nails était engagé pour un contrat de 7 albums. Même si Jimmy Iovine convainquait Steve Gottlieb de libérer Nine Inch Nails, il lui faudrait ensuite persuader Trent Reznor de signer un nouveau contrat. À ce stade, Reznor ne voulait plus rien avoir à faire avec les maisons de disques. Il allait être très difficile de négocier un accord aussi compliqué. Mais Jimmy Iovine a tout tenté et pendant environ 1 an, il a appelé chaque partie impliquée, chaque jour Reznor, Gottlieb, les avocats. Iovine contactait chaque jour toute personne liée à la conclusion de cet accord dès qu'il en était informé. Chaque partie a proposé des solutions et a finalement rédigé un contrat satisfaisant globalement tous les concernés. L'idée était de racheter le contrat initial, créer un nouvel accord d'album, puis un contrat exclusif pour Nine Inch Nails, après la conclusion de l'accord initial. Essentiellement, TVT et Interscope allaient collaborer pour le prochain album, mais TVT aurait très peu de contrôle. Après cela, Trent Reznor et Steve Gottlieb prendraient un des chemins séparés. Comme je l'ai dit, c'était un accord compliqué, mais il a été conclu. Jimmy Iovine et Trent Reznor se sont enfin rencontrés pour parler d'avenir. Reznor était bien sûr sceptique et voulait tester cette soi-disant liberté que Jimmy Iovine offrait chez Interscope. D'abord, il a demandé un contrôle créatif total, sans supervision, sans directive. Il ferait juste la musique, la remettrait au label, point. Jimmy Iovine a accepté. Reznor a ensuite demandé un label pour signer tout artiste avec qui il voulait travailler. Jimmy Iovine a accepté. Reznor, agréablement surpris, a alors remis à Interscope Records le projet secret sur lequel il travaillait. L'Extended Play Broken, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais cet Extended Play a en fait sauvé Interscope Records. Le label perdait essentiellement de l'argent en 1992. Ce projet et leur signature avec Nine Inch Nails ont marqué un tournant majeur pour la société. Même s'il paraît être un petit extended play né de la roge, il a en fait une grande importance dans l'histoire de la musique. Mais il y a aussi une autre raison de la célébrité de cet extended play. Comme je l'ai dit, Reznor voulait tester sa nouvelle liberté, et même s'il était satisfait de la conversation qu'il venait d'avoir avec Jimmy Iovine, il n'était pas totalement convaincu. En 1993, il a entrepris de créer quelque chose qui testerait vraiment les limites de sa liberté créative et de son expression artistique. Parce qu'y a-t-il une meilleure façon de tester jusqu'où on peut aller que de créer l'une des œuvres les plus dérangeantes que quiconque ait jamais vues? Trent Reznor s'est associé au réalisateur John Reese pour créer le clip vidéo de Happiness in Slavery. C'était une vidéo assez grotesque dont nous parlerons en détail plus tard. Mais pour l'instant, je dirais simplement que c'était très intense et qu'il était impossible que cela soit diffusé sur une chaîne comme MTV ou en fait sur n'importe quelle chaîne de télévision. Reznor était non seulement d'accord, mais souhaitait aller encore plus loin dans la noirceur. Quelque chose qui prouverait vraiment à quel point il était imprévisible et qui pourrait éventuellement dissuader les labels de vouloir travailler avec lui de quelque manière que ce soit. Il a embauché Peter Christophsen pour l'aider. Et ensemble, ils ont commencé à conceptualiser un court-métrage de 22 minutes, simplement intitulé « Le film Broken ». Ce serait une collection de 5 clips musicaux basés sur la musique de l'Extended Play. Ils se sont assis pour discuter du projet, et Reznor a commenté leur échange.
Dans une interview, il a dit « Il n'y avait aucune implication du label, ni de pression de qui que ce soit. C'était juste lui et moi qui parlions. Et si nous construisions une structure autour de ces chansons? Et si nous adoptions une approche vraiment effrayante ?» Plutôt qu'un film d'horreur bâclé ou un clin d'œil à la caméra, ils ont choisi de rendre le tout réaliste. Et c'est ce qu'ils ont fait. La vidéo est subdivisée en 5 actes, et elle se déroule ainsi. La vidéo commence et on voit un homme menotté en train d'être exécuté. On ignore pourquoi il est là et ce qu'il a fait, mais cela justifie clairement la peine de mort. Nous voyons ensuite des plans d'un lotissement de banlieue avec une musique inquiétante en fond. Cela dure 30 secondes, puis un homme visiblement désorienté s'avance vers la caméra. La scène bascule rapidement dans un sous-sol sombre, avec une unique chaise au centre. Sur cette chaise se trouve l'homme que nous venons de voir, ainsi qu'une personne masquée qui tourne autour de lui. Il est évident qu'il vient d'être kidnappé. Au lieu de le torturer, l'homme masqué s'approche d'une petite télévision, prend une télécommande et commence à lancer une vidéo. Je ne peux pas tout vous montrer, et ce sera souvent le cas ici. La vidéo montre une reconstitution d'une personne apparemment noyée dans ce qui semble être de l'eau. C'est la première chose que le ravisseur montre à sa victime. Et aussi sombre que cela puisse être, ce n'est que le début. Après la première vidéo, une nouvelle commence et c'est le clip de la chanson Wish. La vidéo montre le groupe jouant dans une cage en acier entouré de fans déchaînés. Pendant les 3 minutes, le public s'agite de plus en plus. À la fin de la chanson, ils tentent d'entrer dans la cage pour atteindre le groupe. Ils réussissent finalement, puis la vidéo s'arrête soudainement. La scène finale montre la foule enfermée courant vers le groupe, puis retour au sous-sol du bourreau. Et il rembobine sans cesse une certaine partie du clip, où l'on voit en fait Trent Reznor chanter un certain passage des paroles de la chanson. Ce clip conclut la deuxième vidéo, et bien que ce soit difficile à croire, le film devient encore plus étrange ensuite. Help Me, I Am in Hell passe ensuite, accompagné d'une vidéo bien adaptée à ce morceau intense. La vidéo montre un homme fixant la caméra pendant que des mouches volent autour de lui. Il tente de dîner avec un steak et du vin, mais a du mal pour des raisons évidentes. La vidéo montre parfois le même homme attaché, puis se termine après quelques minutes. Et honnêtement, je peux en quelque sorte comprendre la logique derrière la folie pour la plupart de ces vidéos, mais celle-ci est vraiment difficile à comprendre. Après cette vidéo, on retourne au sous-sol du tortionnaire pour assister à l'une des scènes les plus brutales du film, où il arrache littéralement les dents de sa victime. C'est vraiment difficile à regarder, pour dire le moins, et évidemment je ne peux pas vous montrer tout l'extrait, mais croyez-moi c'est mieux ainsi. Acte 4. Trent Reznor est enfermé dans une cage, criant « Happiness in Slavery », titre pertinent au vu de la vidéo abordée. Un homme en costume entre dans une pièce sombre et allume une bougie, puis s'allonge sur ce qui ressemble à un lit chirurgical. À ce moment-là, différentes pinces et pointes commencent à attaquer le corps de l'homme, et lentement mais sûrement, elles le déchirent jusqu'à ce qu'il finisse par mourir. Son corps est ensuite passé dans une sorte de hachoir à viande et transformé en une sorte de bouillie. Après ce processus éprouvant, Trent Reznor lui-même entre dans la même pièce et prend une bougie. Cela insinue qu'il s'agit d'un processus malsain auquel ces personnes sont forcées de se soumettre, et que ce ne sera pas la dernière fois que quelqu'un mourra de manière aussi dévastatrice. C'était le clip vidéo que je mentionnais plus tôt, et c'est la principale raison de l'existence de ce film. Et quand je l'ai regardé pour la première fois, j'étais intrigué. Pour dire le moins, il n'y a littéralement aucune chance que cette vidéo puisse être diffusée sur une quelconque chaîne. Pourtant, les effets, le jeu d'acteur et l'effort général de cette vidéo sont remarquables. C'est bien filmé, produit et monté, ce qui est fascinant sachant que c'est presque inutilisable en marketing. Ce thème revient souvent dans ce film et mérite selon moi du respect. J'en reparlerai plus tard. Parce qu'il nous reste encore un acte à traverser pour arriver au dernier chapitre de ce film complètement fou. Le dernier acte débute avec un plan sur un réfrigérateur rempli de viande intrigante et d'une tête. Après le premier clip musical, le tortionnaire s'en prend à sa victime.
Jusqu'à présent, la plupart de ces séquences étaient lentes et courtes, mais celles-ci sont montées ensemble en succession rapide. Et la chanson qui passe, Gave Up, est un morceau rythmé qui colle parfaitement à la scène. Un policier entre dans la maison pour enquêter et se couvre la bouche à cause de l'odeur. La vidéo enchaîne alors de la scène de torture au policier, dans la maison. Il est intéressant de noter que ces scènes comptent parmi les meilleures vidéos du film. Les images du sous-sol du tortionnaire, plus granuleuses que jamais, sont rapidement montées côte à côte, créant une juxtaposition intéressante. Lorsque le tueur a enfin terminé avec sa victime, on voit un dernier extrait de lui en train de savourer son œuvre. Et enfin, la vidéo se termine. Passons à la dernière séquence, l'exécution, vue au début. Toutes les vidéos montrées à la victime ont été réalisées par l'homme lui-même. Il montrait surtout comment il tuait cruellement ses proies avant de prendre une autre vie. C'était très probablement sa dernière victime avant qu'il ne soit finalement tué lui-même. J'ai traité de nombreux médias troublants sur cette chaîne, mais ce film en particulier contient certaines des images les plus sombres et les plus brutes que j'ai jamais vues. Et honnêtement, j'attends avec impatience le jour où il sera effacé de ma mémoire. J'en ai déjà un peu parlé, mais l'un des aspects les plus intéressants de ce projet, c'est à quel point il est irrécupérable d'un point de vue promotionnel. Certaines vidéos courtes du début ont été diffusées de façon limitée, mais la seconde moitié du film n'a jamais été diffusée. Pour faire simple, cela aurait été tellement censuré qu'au final, ça aurait été une vidéo complètement différente. J'ai dit que cela mérite du respect, car c'était le début des années 90. Internet n'était pas un outil de promotion largement utilisé, donc même essayer de promouvoir ce film en misant sur la curiosité morbide était pratiquement impossible. C'était juste un obstacle dans la carrière de Trent Reznor qui a bloqué la sortie du film à cause de son intensité. Nous ignorions que cela semblerait si réel, à l'époque nous pensions que sa sortie provoquerait un tollé. Cela aurait éclipsé ce que j'essayais de faire musicalement. À quel point cela paraissait réel était en fait une véritable préoccupation à l'époque. Reznor a déclaré plus tard qu'il craignait que les gens croient qu'il s'agissait d'un véritable snuff movie. Même si cela peut sembler ridicule aujourd'hui, cela date de 30 ans. J'imagine juste trouver une cassette et voir ce film sans savoir ce que c'est, surtout selon le montage. C'était vraiment une séquence dangereuse à l'époque, et je comprends parfaitement pourquoi elle n'a jamais eu de sortie officielle. Reznor a en fait réalisé une version visuelle alternative pour la chanson Gave Up, qui était simplement une vidéo de performance assez simple avec Marilyn Manson, qu'il a enregistrée dans la maison où il vivait à l'époque. Cette maison était la résidence où Sharon Tate a été tuée par la secte de Charles Manson. Même si le concept du clip est provocateur, il ne rivalise pas avec les images du film Broken. À ce jour, c'est l'œuvre la plus dérangeante de Trent Reznor, et cela ne devrait pas changer. Le prochain album de Nine Inch Nails. Ensuite, il y a eu The Downward Spiral. En 1994, ce fut un grand succès commercial, atteignant la 2e place du Billboard Top 200 et établissant Nine Inch Nails parmi les plus grands groupes des années 1990. Beaucoup de fans voient encore aujourd'hui cet album comme le meilleur de Trent Reznor, un projet sombre, dérangeant et déformé. En réunissant tout cela, on constate que l'Extended Play Broken, le film et l'album ont été réalisés en environ 2 ans. On saisit mieux l'état d'esprit de Reznor à cette époque. C'était vraiment une période maniaque et chaotique de sa vie, et artistiquement, ses projets en étaient le résultat. Nine Inch Nails est sans doute l'artiste le plus commercialement réussi présenté dans cette série. C'est pourquoi je n'ai pas envie d'explorer davantage leur carrière. 21 millions d'albums vendus, plusieurs disques classés dans le top 5, et pour couronner le tout, Atticus Ross et Trent Reznor ont collaboré à plusieurs reprises pour composer la musique de différents films comme Milieu des années 90, Gone Girl et ma bande originale de films préférés de tous les temps, The Social Network, où ils ont gagné un Oscar, et ce n'est qu'une note de bas de page. Mais comme je l'ai dit, tout cela est très bien documenté et ce n'est pas vraiment le but de cette série, donc je vais juste laisser ça là, pour l'instant. Habituellement, je vous conseillerais de consulter ce contenu, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas le faire. Je recommande simplement l'Extended Play Broken, un excellent travail qui mérite d'être écouté. 2 chansons ont remporté des Grammy Awards, et le projet a été très apprécié par les critiques. Je me demande combien savaient qu'un des courts-métrages les plus sombres se cachait derrière ce projet, vivant dans l'ombre. Et pour être tout à fait honnête, après l'avoir autant analysé, je pense que c'est peut-être exactement là qu'il doit rester.